Sean Diddy Combs a été condamné dans son affaire pénale fédérale. Nous allons discuter de tout ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, y compris la décision choc du juge. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Aujourd'hui était le grand jour. Après 2 ans depuis que Cassie Ventura Fine a déposé sa plainte contre Sean Combs, après une enquête, une perquisition, la publication de la vidéo de Cassie par Cable News Network, une vidéo d'excuses, une arrestation, de multiples inculpations, des actes d'accusation supplémentaires, après un procès de 8 semaines cet été où Sean Diddy Combs a été acquitté de complot de racket et de trafic sexuel, mais reconnu coupable de transport dans le but de se livrer à la prostitution, c'est-à-dire de transporter des personnes à travers les frontières d'État et internationales pour le travail du sexe. Il a été condamné aujourd'hui pour ces crimes. Le juge Arun Subramanian au tribunal fédéral de Manhattan a prononcé la sentence contre le magnate du rap. La sentence vient tout juste d'être prononcée il y a quelques minutes au moment de cet enregistrement. Pour être clair, cet événement est important non seulement parce que Sean Combs a été condamné pour des crimes sexuels fédéraux, mais aussi parce que nous ignorions la peine qui serait prononcée. Il n'y a pas ici de peine obligatoire pro forma comme la prison à vie. Ce n'est pas quelque chose de standard où l'on sait ce qui va se passer. Non, il y avait une fourchette pour ce juge. La défense demandait pas plus de 14 mois de prison. Et comme Sean Combs avait déjà purgé environ 13 mois au Metropolitan Detention Center, le Metropolitan Detention Center, il serait en fait libéré très rapidement si c'était le cas. Le ministère public demandait 11 ans. Le service de probation, qui avait fait sa propre analyse, recommandait 7 ans et 3 mois. Il y avait une fourchette. Nous ne savions pas quelle serait la peine. Nous allons tout aborder sur ce qui s'est passé aujourd'hui, y compris ce que c'était dans cette salle d'audience lorsque la sentence a été prononcée. Je souhaite donc faire revenir sur le plateau la reine Elizabeth Milner de la zone droit et criminalité. Elle était dans cette salle d'audience non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de ce procès. C'est la conclusion d'une saga. Merci beaucoup Elizabeth d'être venue. Je voudrais commencer. Comment Sean Combs avait-il l'air? D'accord, c'était une grande question. Je sais que nous avons des croquis d'audience qui sont sortis. À quoi ressemblait-il? Comment est-ce qu'il apparaissait? Quelle était son attitude? Nous évoquerons sa déclaration au tribunal, mais à quoi ressemblait-il? Oui, Jesse, tu peux imaginer l'importance de cette journée pour Sean Combs. Il allait connaître son sort. Pour revenir à ce que tu disais, on ne savait pas vraiment où se situerait cette fourchette. Est-ce que cela pourrait être à la limite de la peine déjà purgée et qu'il pourrait éventuellement sortir libre en franchissant les portes? On ne savait pas si cela allait arriver. On ignorait aussi s'il risquait une peine à 2 chiffres. On sentait vraiment le poids du monde quand il est entré dans la salle d'audience aujourd'hui, vêtu de vêtements civils décontractés. Il ne portait pas sa combinaison beige du Metropolitan Detention Center, contrairement à la dernière audience de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, il est apparu avec un pull beige, un T-shirt blanc en dessous, un pantalon foncé, similaire à la tenue qu'il portait pendant le procès. En entrant aujourd'hui dans la salle d'audience, il a salué sa famille, Jesse. Il a fait un petit geste de prière avec les mains, mais il semblait un peu nerveux. Je pense que c'est possible car ils ignoraient la décision de la sentence. Il s'est assis à la table de la défense avec ses lunettes, puis la procédure a débuté. On peut seulement imaginer ce qu'il pensait en entrant, voyant sa famille et la foule dans la salle d'audience. Parce que Jesse, la salle était pleine à craquer aujourd'hui, serrés les uns contre les autres, personne contre personne. Aujourd'hui, aucun siège n'était libre dans la salle d'audience. Très rapidement, parle-moi de ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une trentaine de personnes au premier rang qui étaient des amis et de la famille de Sean Combs. Quelqu'un de notable? Alors Jesse, aujourd'hui dans la salle d'audience, c'était vraiment un peu comme un défilé de personnalités. Tout le monde était là. Janice Combs, la mère de Diddy, Keisha Combs, sa sœur, et Dallas Austin, le producteur, présent dans la salle aujourd'hui. Les enfants de Sean Combs, c'est-à-dire Jesse et Delilah Combs, les jumelles, il y avait Quincy Brown qui était là, Justin Combs était là aussi, Christian Combs était là. Mais je pense que ce qui était intéressant, Jesse et un invité notable, du moins pour moi, c'était la présumée victime numéro 3, à savoir Gina Hunt. Elle est arrivée plus tard dans la salle d'audience et ne s'est donc pas assise près de sa famille. Elle était assise plutôt vers l'arrière de la salle d'audience, du côté de la défense. Donc, nous l'avons bien vue dans la salle d'audience aujourd'hui. J'ai aussi découvert une autre personne notable pendant ce procès, Ru. Et c'était Ruben, qui était l'un des gardes du corps de Sean Combs. Il se trouvait dans la salle d'audience annexe. Il n'a pas pu entrer dans la salle d'audience, mais il était dans le palais de justice.
D'autres noms notables étaient présents aujourd'hui, Jesse, dont Lewando Lane, une proche de Kim Porter qui, selon les informations, s'occupe des jumelles depuis l'incarcération de Sean Combs. Dana Tran, qui est la mère de la plus jeune fille de Sean Combs, Love, était présente dans cette salle d'audience. Sarah Chapman, mère de Chance, et Lisa Hilton, mère de Justin, étaient présentes dans cette salle d'audience. Charlucci, qui a été une présence constante tout au long du procès, ainsi que pendant toutes les audiences préliminaires. Un proche de Sean Combs et Karen Anifolo, épouse de l'avocat Mark Anifolo, était présent dans la salle d'audience. Un vrai défilé de personnalités, surtout famille et proches de Sean Combs. Mais je dirais qu'il n'y avait pas de très grands noms auxquels on pouvait s'attendre, comme une éventuelle apparition de Ye ou quelque chose de ce genre dans la salle d'audience principale. Mia n'était pas là. Maintenant, Mia avait préparé une lettre pour soutenir une peine sévère contre Sean Combs. Elle avait témoigné contre Sean Combs disant qu'il l'avait agressée sexuellement. La défense s'était opposée à sa présence au tribunal aujourd'hui, à la présentation d'une déclaration et à la surprise générale, elle n'était pas là. Oui, elle n'était pas là. Comme tu l'as dit, Jessie, c'était un vrai choc car on pensait qu'elle serait dans la salle d'audience. Et nous étions un peu curieuses de savoir qui seraient les témoins du gouvernement présents pour donner leur dernière déclaration d'impact en tant que victime avant que le juge ne prononce la sentence de Sean Combs. Mais aujourd'hui, dès le début, Christy Slavic, qui est une procureure fédérale, elle a dit que Mia ne souhaitait plus faire de déclaration d'impact. Elle avait soumis cette déclaration écrite et je pense que le ton de la lettre de la défense l'a vraiment fait changer d'avis sur sa venue au tribunal aujourd'hui. Je ne peux qu'imaginer ce que ressent Mia. Elle utilise même un pseudonyme pour témoigner, même lorsqu'elle écrit des lettres au tribunal, simplement à cause de la peur qu'elle ressent face à ce qu'elle considère comme des représailles, que ce soit de la part de Sean Combs, de ses fans, ou même simplement à cause de l'attention que cette affaire a attirée sur elle aussi. J'ai donc été surprise qu'elle ne vienne pas au tribunal aujourd'hui, mais je comprends, car même le juge a dit à Mark Anifilo que le ton de la lettre de la défense à propos de la déclaration de Mia était inapproprié. C'était une lettre assez dure, Jessie. Je suis sûre que tu l'as déjà lue, mais le ton était vraiment très dur et c'était un peu similaire à son contre-interrogatoire aussi. Maintenant, parlons de l'accusation. Aujourd'hui, les procureurs ont exposé leur argumentation au tribunal. Cela faisait écho à beaucoup de ce qu'ils avaient déjà présenté dans leur dossier en prévision de la condamnation. Quels ont été certains des arguments clés, les thèmes qui se sont démarqués aujourd'hui concernant les raisons pour lesquelles ils estiment qu'il était justifié que Sean Combs reçoive une longue peine? Ils demandaient 11 ans. Comment l'ont-ils justifié aujourd'hui? Quels arguments ont-ils avancés au tribunal? Aujourd'hui, Christy Slavic a plaidé pour le gouvernement, affirmant qu'il s'agissait de responsabilité et de justice. Et elle parlait spécifiquement de responsabilité, Jessie. Elle évoquait un comportement qui a duré pendant une période de 15 ans. Je veux dire, même si l'on remonte aux actes d'accusation supplémentaires, où il est indiqué que ce comportement a duré de 2009 jusqu'à 2024, c'est une longue période. Du point de vue du gouvernement, il voulait surtout que le prévenu, Sean Combs, rende des comptes. Et il voulait aussi la justice, en particulier pour les victimes. Je sais que lorsque nous parlons souvent de l'affaire Sean Combs, de l'affaire Diddy, de l'affaire P. Diddy, il est au centre de tout cela. Beaucoup doivent se souvenir qu'il y avait des victimes dans cette affaire, notamment Cassie Ventura et Jane. Cela s'applique aussi à certaines des accusations pour lesquelles il a été acquitté, où l'on peut également mentionner Mia, Capricorn Clark et Deontay Nash. Et donc, je pense que le gouvernement, de son point de vue, essayait vraiment de parler au nom de toutes ces personnes. Aujourd'hui, Christy Slavic rappelait que la loi impose au tribunal de tout savoir sur le prévenu et sa conduite. Il ne s'agit pas seulement de débauche ou d'hôtel, mais d'un homme ayant commis des actes horribles envers d'autres. Il a utilisé la monnaie comme arme contre les victimes. Il disait que même s'il a été condamné uniquement pour les accusations liées au Mann Act, c'est aussi en lien avec la violence et que l'accusé ne comprenait pas ou ne comprend pas à quel point sa conduite était grave et que son respect pour la loi n'était qu'une simple façade. Donc oui, le gouvernement demandait une peine et une sanction beaucoup plus sévères lors de la condamnation de Sean Combs. Il visait une peine à 2 chiffres et s'opposait au compromis, comme l'a indiqué Christy Slavic au tribunal. Il réclamait une peine plus lourde aujourd'hui. Et je pense qu'en ce qui concerne le juge et la peine qu'il a finalement prononcée, cela s'est un peu terminé sur un compromis, une sorte de juste milieu. Oui, nous en parlerons. Et plusieurs avocats de la défense sont intervenus.
Je crois qu'ils ont tous parlé, donc Xavier Donaldson et Brian Steele. Quels étaient certains des thèmes sur lesquels ils se concentraient concernant les raisons pour lesquelles Sean Combs mérite une peine clémente? Pourquoi 14 mois seraient appropriés? Jason Driscoll a présenté les arguments de la défense dès le début, car c'est lui qui a pris la parole pour Jesse. Nicole Westmoreland et Xavier Donaldson ont pris la parole. Mark Agnifilo et Brian Steele s'ajoutent à 5 des 9 avocates de la défense ayant pris la parole aujourd'hui. Concernant Jason Driscoll, il disait que la défense affirme que Combs n'a pas tiré d'argent des condamnations liées au Mann Act. C'était en quelque sorte le thème central de son argumentation aujourd'hui. La défense a présenté 300 dossiers liés au Mann Act concernant proxénètes, mineurs victimes de trafic, immigrants transportés et sans-abri déplacés. C'était le fil conducteur du point de vue de Jason Driscoll. Et la défense a également déclaré que Mme Slavic, Christy Slavic, qui est l'une des procureures fédérales, a reproché à M. Combs d'avoir une dépendance à la drogue depuis 25 ans, ce dont il parlait aussi, expliquant qu'il était dépendant aux drogues depuis au moins l'an 2000. Beaucoup de ses comportements ne sont peut-être pas excusés par sa dépendance à la drogue, mais ils disent que cela pourrait en être la cause. Et puis, quand on en vient à Nicole Westmoreland, elle parlait de l'inspiration de Sean Combs et de son engagement au Metropolitan Detention Center Brooklyn, où elle évoquait toutes ses entreprises à succès. Elle parlait de la façon dont il a créé une maison de disques à partir de rien. Elle évoquait aussi sa ligne de vêtements. Elle parlait de sa société de télévision Revolt. Et c'est là qu'elle a commencé à devenir vraiment émotive en disant que Sean Combs a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à essayer d'aider la communauté noire, à vraiment redonner à la communauté qu'il n'est pas ce personnage plus grand que nature. C'est juste un homme qui fait des erreurs. Quand les autres avocats de la défense ont pris la parole, Brian Steele a vraiment insisté auprès du juge pour qu'il prenne en compte le fait que Sean Combs avait subi des traumatismes non traités tout au long de sa vie. Brian Steele a exhorté le juge à prendre en compte que Sean Combs avait des traumatismes non traités dans sa vie et qu'il y a eu des moments dans la vie de Sean Combs, surtout lorsqu'il avait de la drogue dans son organisme, où il avait frôlé la mort et qu'il essayait de devenir une meilleure version de lui-même. J'ai l'impression, Jessie, que la défense a surtout insisté sur le fait que ces 13 mois représentaient vraiment Sean Combs. Il veut devenir une meilleure personne. Il veut laisser le passé derrière lui et être une meilleure personne pour l'avenir. Et donc, même lorsqu'il s'agissait de Xavier Donaldson, il parlait du fait que Sean Combs devrait recevoir une punition juste. Il parle de l'intention en évoquant la condamnation de Sean Combs pour le Mann Act, précisant que Combs n'est pas qu'un proxénète. Il mentionne son travail au Metropolitan Detention Center Brooklyn, où Xavier Donaldson disait « Nous avons eu des députés, politiciens, milliardaires, mais seul Sean Combs aidait vraiment les autres détenus. » Et enfin, avec Mark Agnifilo, tout son argument était que la violence domestique est liée à des traumatismes d'enfance. Donc j'ai l'impression que la défense essayait vraiment de toucher un peu la corde sensible de la juge et même peut-être du public aussi, parce que c'était leur dernier mot à toutes les personnes, à toute la couverture médiatique que cette affaire a attirée. Je pense que la défense voulait que tous, y compris la juge, voient Sean Combs seulement comme un homme ayant commis de graves erreurs et qu'on se demande s'il a été assez puni. C'est un peu ce que la juge devait prendre en compte aujourd'hui. Je trouve intéressant que, selon moi, seul un des 5 avocats de la défense mentionnés par le procureur ait réellement parlé des victimes. C'était vraiment centré sur Sean Combs. Je dis cela car il a fait quelque chose d'intéressant en prenant la parole. Il a évoqué les victimes, nous y reviendrons. Avant d'y venir, je n'étais pas dans cette salle d'audience, mais je peux vous dire qu'en lisant cela, j'ai ressenti l'émotion qui s'est dégagée lorsque les enfants de Sean Combs ont fait leur déclaration. Cela semblait être un tournant. Le juge a évoqué les enfants. Qui s'est exprimé, qu'ont-ils dit et quelle était l'ambiance dans la salle d'audience? Eh bien, je pense que c'est un moment que beaucoup de gens attendaient avec impatience, non seulement d'entendre Sean Combs lui-même, mais aussi les enfants de Sean Combs qui, il faut l'admettre, Jesse, ont traversé beaucoup d'épreuves tout au long des procédures civiles de Sean Combs et même jusqu'à son affaire fédérale. Lorsque les enfants Cam ont présenté leur déclaration d'impact en tant que victimes, ils sont venus ensemble. Ils montraient vraiment une unité soudée, un groupe solide lorsqu'ils étaient à la tribune pour parler devant le juge. Je dirais que la seule exception parmi les 7 enfants de Sean Combs était le fait que sa fille de 2 ans, Love, n'était pas présente dans la salle d'audience.
Donc, en ce qui concerne ceux qui ont pris la parole, c'était tous encore une fois, sauf la petite Love. Mais Quincy a parlé en premier. Les gens doivent savoir que Quincy n'est pas le fils biologique de Sean Combs, mais d'Al B. Sure. Mais ce que Quincy a dit lorsqu'il a parlé au juge pour la première fois, parce qu'il était le premier à parler et aussi l'aîné des enfants, c'est que c'est lui notre père. Devant nous, cet homme a changé et évolue chaque semaine. Notre père ne fera plus jamais rien qui pourrait mettre sa liberté en danger. Ensuite, Justin Combs a pris la parole. Justin Combs, deuxième fils aîné, a demandé une seconde chance pour leur père, expliquant que c'est sa période la plus difficile. Ce temps a sauvé la vie de mon père. Je parle à mon père tous les jours. Il a changé pour le mieux. Je vous demande de voir mon père comme je le vois. Christian Combs est passé ensuite et Christian Combs a aussi un peu apporté sa personnalité à Jessie en disant « Vous savez, c'est moi dont les gens disent que je ressemble le plus à mon père. J'ai beaucoup observé mon père, mon super-héros. Il m'a appris le respect envers les femmes. Il a dit « L'an dernier, j'ai traversé tout le pays pour le voir 2 heures. Il a changé. En tant que sa jumelle, je vois qu'il a changé. Je vous demande de la grâce pour ma famille et de la miséricorde pour lui. » En réalité, Jessie, les liens du cœur étaient surtout avec les filles. Jessie Combs, Chance Combs et Dalila Combs qui s'exprimaient aujourd'hui. Jessie Combs, première à parler parmi les filles, s'est effondrée dès son arrivée à la tribune. Elle a dit « Nous n'excusons pas ses erreurs. Nous avons besoin de lui. J'ai perdu ma mère, Kim Porter, très jeune. Il a promis d'être là pour nous protéger. » Ensuite, Chance Combs a pris la parole et elle a dit que nous sommes juste ses filles, mais que nous avons besoin de notre père. Quand nous parlons, il est plus clair, patient, réfléchi et veut devenir un meilleur homme et père. Il a élevé notre sœur de 2 ans depuis la prison. J'ai aussi vu d'autres côtés de notre père. Notre sœur mérite un père présent pour lui apprendre le vélo et l'aborder le soir, comme tout enfant le souhaiterait. Et puis, le dernier enfant qui a pris la parole au nom de la famille était Dalila Combs. Et elle a dit que nous avons peur à l'idée de ne pas avoir notre maman et notre papa dans notre vie. Elle a dit que ce sont des années que nous ne retrouverons jamais. Je sais que ces années perdues sont douloureuses car nous avons perdu notre maman. Nous avons déjà tant perdu. Votre honneur, laissez notre famille guérir ensemble. Pas comme un gros titre, mais nous essayons de faire mieux. Et donc, je pense que d'un point de vue humain, c'était très émouvant. Je veux dire, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir de la peine pour les enfants, surtout ces filles, parce que certains de ces enfants ont perdu leurs 2 parents. Mais vous savez, je me demandais si leur déclaration d'impact aurait une quelconque influence sur le juge, qui, je crois, avait déjà pris sa décision avant la prononciation de la sentence. Donc, c'était intéressant d'entendre simplement l'impact émotionnel de ce qu'ils ont traversé avant que Sean Combs ne soit finalement condamné. Je pense que oui, cela a eu un impact. Il a mentionné quelque chose à propos des enfants plus tard. Encore une fois, nous y reviendrons. Nous en parlons parce que ce que le juge a dit était important. Le juge mentionnerait Sean Combs, les enfants et les victimes. Nous y reviendrons. Tout cela a été accompagné de quelque chose que je ne pense pas avoir déjà vu lors d'une condamnation. Il y avait une vidéo de 11 minutes créée par la défense qui a été diffusée au tribunal. Qu'était exactement cette vidéo? Pour moi, Jessie, cette vidéo ressemble à une lettre d'amour à Sean Combs, que ce soit pour le juge ou le public. J'étais curieuse de voir où cela menait, car nous avions vu la vidéo avant sa présentation au tribunal aujourd'hui. Donc, j'en ai eu un aperçu où j'ai vu des extraits des nombreuses réalisations de Sean Combs, et je pense que c'est une chose que personne ne peut lui enlever. Il a vraiment eu des réalisations incroyables, comme le label de musique, la marque de vêtements, le fait qu'il lançait des écoles à Chartres dans les quartiers défavorisés, le fait qu'il essayait de collecter des fonds, le fait qu'il encourageait plus de personnes noires et métisses à voter et à accomplir leurs devoirs civiques, tout ce genre de choses. Donc, je pense que ce que la vidéo voulait montrer, c'est que voilà qui est Sean Combs. Mais il y avait aussi des aperçus de ce qu'il est en tant que père. Il y a eu des moments où on l'a vu avec ses enfants. Et il s'agissait de tous ses enfants, de l'aîné jusqu'au plus jeune, cette chose que sa fille aime. Et donc, nous avons vraiment pu voir ce que c'était pour lui de ne pas être cette personne, soi-disant plus grande que nature, mais vraiment de voir qui il est, à la fois pendant sa carrière et en tant que père. C'était donc une vidéo très humanisante. Elle durait environ 11 minutes. C'était un aperçu très intéressant de sa vie, un peu après tous les litiges civils, l'affaire fédérale, tout ce genre de choses. Et donc, certaines des citations même de cette vidéo étaient, vous savez, « Allons-y » et cela signifie être positif.
Et donc, je pense que c'était un peu le thème de tout ça. La positivité et à quel point Sean Combs a été positif dans la vie de certaines personnes à certains moments de sa vie. Nous devons parler du grand moment. C'était le moment que nous attendions tous. Sean Combs a fait une déclaration. Maintenant, il a fourni une lettre au tribunal en prévision de cela. Il semble que ce qu'il a dit reflétait en grande partie ce qu'il avait écrit dans la lettre. Il a évoqué son passage au Metropolitan Detention Center. Il a dit qu'il ne peut pas changer le passé, mais qu'il peut changer l'avenir, qu'il pourrait être une force pour le bien. Vous savez, il a mentionné les victimes. Il a dit à quel point il était désolé. C'était un moment important, cependant, parce que c'était la première véritable occasion qu'il avait depuis le début de tout cela, de répondre de manière concrète aux allégations, de répondre aux accusations, de répondre à Jeanne, de répondre à Cassie. C'était son moment. Il essayait de rester silencieux pendant tout le procès, sans parler à la barre. Parle-nous de ce qu'il a dit au tribunal aujourd'hui, puisque nous n'y étions pas. Quel était son ton? Comment les gens réagissaient-ils à cela? Parce que cela n'a pas été capturé. Honnêtement, Jessie, dès le début, c'était assez dramatique, car quand le juge a dit « Sean Combs prenait tout le temps nécessaire », cela a marqué le moment. Nous attendions tous son premier mot. Allait-il s'asseoir ou se lever pour sa déclaration d'impact? Nous ne savions pas ce qui se passait parce qu'il a vraiment pris une bonne minute pour, je pense, se ressaisir. Et puis, il s'est levé. Il a inspiré profondément dans le micro, c'était audible. Il a immédiatement dit « Merci de me permettre de m'exprimer ». Le plus dur pour moi, c'était de rester silencieux tout ce temps. Il ne donnait pas d'interview à la télévision, ni ne parlait de cette affaire, même avant son incarcération. Il n'a rien fait de tout cela. Il était donc intéressant d'entendre s'il mentionnerait Cassie Ventura ou Jane. Nous ne savions pas. Et donc, quand il a dit d'emblée, vous savez, la chose la plus difficile pour moi était de ne pas parler. Je veux encore m'excuser auprès de Cassie Ventura pour toute la douleur que j'ai pu causer, émotionnellement ou physiquement. On se rappelle tous plus ou moins où on était quand la vidéo de la Hôtel Intercontinental de 2016 est sortie sur Cable News Network, et cette vidéo était difficile à effacer de l'esprit de qui que ce soit. Et donc le fait qu'il dise dès le début de son discours qu'il s'excuse pour toute douleur qu'il a pu causer à Cassie, émotionnellement ou physiquement, c'était en quelque sorte la première fois qu'on l'entendait prononcer son nom dans ce contexte. Parce que même si on revient à la vidéo d'excuses, il n'a pas prononcé son nom. Comme on l'a appris pendant le procès, il lui avait été conseillé de ne pas dire son nom. Quand il a parlé de Jane, il a dit « Je voudrais m'excuser sans nommer Jane, mais a ajouté « Je ne voulais pas te blesser ». Je présente aussi mes excuses à toutes les victimes de violences domestiques. Donc vraiment, je pense que du point de vue de la défense, toute leur stratégie, en quelque sorte, Jessie, était d'anticiper toute la question de la violence domestique, quelque chose dont il savait, je pense, que le juge en tiendrait compte au moment de prononcer la sentence. Et donc, même lorsque Sean Combs parlait, il a dit que ce serait toujours un fardeau qu'il devrait porter. Mes actes étaient honteux. J'ai perdu le contrôle et n'ai pas reçu l'aide dont j'avais besoin. Il a dit « Je me suis perdu dans ma vie ». Je ne suis pas ce personnage hors du commun. Je me suis perdu dans l'excès et mon ego. J'ai tout perdu. Entreprise, carrière, réputation. Je me suis perdu et j'ai perdu mon estime. J'ai été humble. Je me déteste en ce moment. J'ai été réduite à rien. Mais je pense qu'une chose importante, Jessie, quelque chose de vraiment notable, c'est qu'il avait du mal à retenir ses larmes en prononçant son discours, surtout quand il s'est levé, ou plutôt, il était déjà debout lorsqu'il a fait sa déclaration sur l'impact. En se tournant vers sa famille, surtout ses enfants, il était très ému et a dit « Je vous ai déçu comme père. Vous méritez mieux. » Même en s'adressant à sa mère, il a dit « Maman, je t'ai déçu en tant que fils. Je suis désolé. » Il a dit « J'ai déçu ma communauté. Je voulais être un exemple éclatant de ce que les gens pouvaient accomplir, de ce que nous pouvions accomplir. » S'il avait une chance, il voulait expliquer au juge que les gens peuvent changer. Et même vers la fin de son discours, Jessie, il disait « Vous savez, je remercie le jury pour mon acquittement, mais il dit toujours « Je prends mes condamnations au titre du Mann Act très au sérieux. » Montrer l'exemple de ce qu'une personne peut accomplir avec une seconde chance. Parce que du point de vue du gouvernement, ils espéraient que le juge ferait un exemple de Sean Combs, surtout compte tenu de sa richesse, de son influence et du fait que le gouvernement alléguait que sa conduite durait depuis si longtemps. Sean Combs a répondu « Je ne mettrai jamais en danger mon lien avec ma famille, peu importe ce que disent les gens. » Et je pense que c'était un petit tacle envers le gouvernement. Il dit « Peu importe ce que les gens disent, je suis vraiment désolé. » Donc, cela semblait être des excuses.
C'est vrai, Jessie, cela paraissait un peu répétitif par rapport à sa lettre déjà envoyée au juge. Franchement, Jessie, ça rappelait aussi sa vidéo d'excuses après celle de l'hôtel intercontinental. Mais il semblait vraiment regretter ses actes. C'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que, d'un point de vue juridique, j'ai trouvé important qu'il mentionne les victimes. Au début, je pensais qu'il essayait de s'excuser pour tout, d'une manière où il n'admettait pas directement ses condamnations. Il a finalement dit « J'assume la responsabilité de mes condamnations au titre du Mann Act ». Je ne pensais pas qu'il le dirait aussi clairement. Il n'a pas, par exemple, exprimé de regret pour avoir transporté ces femmes entre États pour le travail du sexe. Il n'a pas été aussi précis, mais le fait qu'il se soit excusé pour les condamnations au titre du Mann Act, j'ai trouvé cela significatif, étant donné que certains diraient qu'il pourrait ne pas vouloir compromettre son appel. Il refuse sans doute de reconnaître totalement ses crimes, mais il l'a fait en partie. La question que j'avais était « Et dites-moi, cela vous a-t-il semblé sincère ?» Parce qu'en le lisant, j'ai eu l'impression qu'il était vraiment plein de remords. Il dit ne pas vouloir être un exemple pour ses actes, mais souhaite qu'on fasse de moi un exemple de réussite avec une seconde chance. Ça m'a semblé plein de remords. Ça m'a paru crédible, mais je n'étais pas dans la salle d'audience. Je ne sais pas. Dites-moi. Oui, je pense que la défense a vraiment cherché à émouvoir, à faire pleurer d'une certaine façon. Donc pour moi, j'ai eu l'impression qu'il était un peu plein de remords. Mais en même temps, j'ai aussi eu le sentiment que tout cela n'était que la répétition de tout ce qui avait déjà été dit dans les nombreux documents déposés auprès du juge. Et puis, j'ai eu l'impression que parfois, cela manquait un peu de sincérité, simplement à cause du langage utilisé, car c'était tellement similaire non seulement à la lettre, mais aussi à la vidéo d'excuses. Et donc, j'ai eu l'impression que le ton visait simplement à toucher la corde sensible. J'ai eu l'impression que Jesse était plein de remords, mais j'ignore si c'est à cause de ses actes, de la douleur infligée aux autres ou de ses 12 mois passés en cellule. Ensuite, nous sommes arrivés devant le juge Arun Subramanian, qui a fait une pause de 5 minutes. C'était intéressant parce que nous faisions notre couverture en direct. D'ailleurs, oh là là, j'ai été en direct. J'ai animé pendant 7 heures d'affilée. Donc, nous arrivons à la décision du juge. Il prend une pause de 5 minutes. D'ailleurs, notre invitée, Serena Townsend, avait dit « Écoutez, je demandais, est-ce que tout cela influence la décision du juge ?» Le juge arrive-t-il en sachant déjà quoi faire ou est-il influencé par ce qui se dit au tribunal? C'est comme, eh bien, vous savez, s'ils prennent une pause, ils reviennent. Ils peuvent changer leur sentence. Pause de 5 minutes. Je me suis dit, oh, est-ce que ça veut dire qu'il a changé sa sentence? Il revient, prononce cette sentence, et ça ressemblait un peu à des montagnes russes. Tu avais un peu une idée d'où il voulait en venir dans le nœud. Et parle-nous de comment il a commencé, ce qu'il a dit, et quel a été le verdict final. Et ensuite, on pourra parler un peu de l'impact que ça a eu au tribunal, de la façon dont les gens ont réagi. Mais qu'a dit exactement le juge concernant la sentence? Oui, tu as raison, Jessie. C'était comme des montagnes russes, car je ne savais pas où il voulait en venir. Il a commencé par « Je considère que vous êtes un artiste et un homme d'affaires et que votre parcours est reconnu ». Et il a utilisé les mots disant que l'histoire de Sean Combs était aussi iconique. Il a dit que c'était impressionnant compte tenu du décès précoce de votre père. Votre engagement auprès des jeunes des quartiers défavorisés est remarquable et vous êtes dévoué à votre famille. Donc, je pense que quand il disait ces mots, Jessie, je pense qu'il parlait vraiment spécifiquement de ses lettres d'impact et aussi du visionnage de cette vidéo de 11 minutes sur tout le travail considérable que Sean Combs a accompli tout au long de sa vie en dehors de cette affaire fédérale. La juge a reconnu votre dévouement familial, mais aussi vos problèmes de dépendance et l'effet aggravant de la drogue sur votre comportement au fil du temps. À ce moment, je me suis dit qu'il serait peut-être plus indulgent sur la peine. Mais ensuite, la juge a dit que le tribunal rejette le récit de la défense sur le sexe, la drogue et le rock'n'roll, que cela ferait simplement partie du mode de vie d'un artiste, d'un musicien, d'un producteur. La juge a dit, vous avez abusé de votre pouvoir et de votre contrôle sur des femmes qui vous aimaient, vous avez utilisé cet abus pour vous en sortir. Les preuves de maltraitance lors des soirées déjantées et nuits d'hôtel sont accablantes, entailles, échymoses, portes brisées. Et cela fait spécifiquement référence à ce que Cassie a traversé tout au long de sa relation avec Sean Combs, ainsi que Jane dans ce contexte. Le juge a rappelé que Jane et Cassie avaient envisagé de se suicider, soulignant la gravité de ses actes.
Tu as donné de la drogue à Cassie pendant plus de 10 ans. Tu n'étais pas qu'un client, mais bien plus. Et donc, le juge dit à Sean Combs, « Eh bien, tu as dit que tu étais désolé. » Ce qui me frappe, c'est la brutalité avec laquelle tu as agressé Jane. Tu l'as frappée, donné des coups de pied et giflé jusqu'à la faire tomber. Je pense que pour ce cas précis, la défense et le gouvernement affirment qu'il s'agissait d'un seul acte de violence physique concernant Jane. Je pense qu'il est important de noter le moment où cela s'est produit. Cela s'est produit en juin 2024, donc l'année dernière, mais aussi il est important de le souligner après le procès intenté par Cassie. C'était après les perquisitions chez lui et la fuite sur Cable News Network de la vidéo où il agressait Cassie. Et la juge a déclaré que même après qu'il ait agressé physiquement Jane lors de cet incident de juin 2024, il avait dit, et cela selon la transcription officielle du tribunal, « Prends cette putain de pilule. »« Assien, messieurs. » Que tu ne vas pas gâcher ma soirée. Tu lui as demandé aussi, c'est de la coercition. Et donc, je pense que du point de vue de la juge, c'était en quelque sorte un signe clair que ce comportement continuait encore. Et ce, assez rapidement et assez récemment. Et donc, la juge a aussi dit que pour ces actes de violence sexuelle, une peine importante devait être prononcée. Je pensais qu'il accepterait la proposition du ministère public et viserait ses 135 mois. Mais il a dit que c'était un peu. Il a dit que même si c'est plus que nécessaire, ce n'est pas non plus raisonnable. Il a déclaré que la proposition du gouvernement ignorait les circonstances atténuantes, tandis que celle de la défense, équivalent presque à la peine déjà purgée, omettait le facteur aggravant. Cela concerne la violence et ce qui s'y rapporte. Et donc, à la fin, la juge a dit que la proposition de la défense était insuffisante. Et donc, il a prononcé cette peine de 50 mois d'incarcération. Et la juge a noté que ce sera une période difficile en prison, mais que vous aurez une vie après cela. Et donc, vers la fin de sa déclaration, la juge s'est vraiment adressée aux victimes. Je pense, Jessie, qu'on oublie souvent dans cette affaire Cassie Ventura et Jane. Et il le félicitait, lui étant la juge, les félicitait d'avoir pris la parole et d'avoir donné une voix aux survivantes. Elle a dit à Mademoiselle Ventura, « Nous vous avons entendu. Monsieur Combs, vous ne pourrez jamais effacer cela. » Et puis, s'adressant à nouveau à Cassie et aux victimes, elle dit que leurs familles sont fières d'elle. « Je suis fière de vous. Vous parlez au nom des millions de personnes qui n'ont pas eu de voix. La violence derrière des portes closes n'a pas à rester cachée pour toujours. Je sais que vous portez le traumatisme de ce qui s'est passé. Même victime, vous n'êtes pas obligé de le rester. » À la fin, la juge a dit, « Monsieur Combs, ces crimes étaient graves. » Il a lu des passages de la lettre de Cassie Ventura à la juge. Il a adressé quelques mots réconfortants à Sean Combs et sa famille, affirmant qu'ils surmonteront cette épreuve. Je compte sur vous pour profiter de cette seconde chance. Puis, il a levé la séance pour la journée. Et ensuite, Sean Combs a finalement été emmené. Mais Jessie, la réaction, je pense que beaucoup de gens ont été surpris. Oui, et cette idée de seconde chance n'est peut-être pas celle que Sean Combs espérait ou défendait, mais vu ce à quoi il aurait pu faire face, c'est vraiment une seconde chance. J'ai trouvé assez remarquable que le juge s'adresse aux victimes dans cette affaire, parce qu'il y a des gens qui pourraient interpréter cela en disant « Mon Dieu, cela ne semble pas suffisant pour ce que Sean Combs a fait ». Et prendre le temps d'en parler, je pense que c'était important, mais aussi dire à Sean Combs, vous savez, vous êtes aimé, vous avez cet amour, nous vous offrons une seconde chance. Avant que nous parlions de la réaction, il me semble, et corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'on parle de 4 ans, un peu plus de 4 ans de prison, c'est ce à quoi il a été condamné. Mais il a déjà passé presque 14 mois en prison au Metropolitan Detention Center. Il devrait obtenir un crédit pour le temps purgé. Il lui resterait donc 3 ans. Et si j'ai raison, il y a une possibilité qu'il faille purger au moins 85% de sa peine avant de pouvoir être libéré. On parle de quoi, 2 ans et demi à 3 ans de prison? Corrige-moi si je me trompe. Avant d'évoquer la réaction dans la salle, toi qui as suivi l'affaire depuis le début, non, comment c'était? Ai-je raison pour 2 ans et demi, 3 ans? As-tu aussi été surpris par cette peine? Pour ta première question, je faisais le calcul. Honnêtement, je faisais des tables de multiplication, des divisions, juste pour comprendre à combien de temps il avait réellement été condamné. Parce qu'encore une fois, c'est exprimé en mois et non en années. Donc oui, avec un calcul rapide, ça fait environ 2 ans et demi, 3 ans de peine. Et puis, avec le crédit pour le temps déjà purgé, il est possible qu'il soit libéré assez rapidement, contrairement à ce que le gouvernement espérait, c'est-à-dire des peines à 2 chiffres.
Concernant toute cette affaire, sachant qu'il y avait une possibilité, s'il avait été reconnu coupable des autres chefs, il risquait de 20 ans à la perpétuité. Donc, voir qu'à la fin de la peine, à la fin du procès, après avoir entendu toutes les preuves, après que le jury ait pris sa décision sur tout cela, en ce qui concerne sa peine totale, oui, donc environ 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans, puis le crédit pour le temps déjà purgé. Il pourrait donc être libéré plus tôt que prévu pour la partie la plus sévère de sa peine. Mais je pense qu'en général, après avoir écouté 2 mois de procès, plus toutes les audiences préliminaires, parce que je pense que les audiences préliminaires, c'était aussi très importante, il y avait 2 mots qui ne pouvaient pas être prononcés pendant tout ce procès, et c'était contrôle coercitif. Et donc, de mon point de vue, Jessie, en tant que personne qui était dans cette salle d'audience, voyant la plupart de ces preuves auxquelles nous avons eu accès, j'étais curieuse de savoir si le verdict ou le résultat aurait été différent si ces 2 mots avaient été admis au procès, ou peut-être si le témoignage de la Dr. Dawn Hughes avait été plus long, ce genre de choses. Mais je pense qu'en y réfléchissant au départ, quand nous avons vu l'acte d'accusation et qu'il risquait entre 20 ans et la perpétuité et qu'il avait été reconnu coupable de tout, puis de voir, vous savez, moins de 5 ans, je pense que c'est plutôt raisonnable. Et je pense que le juge a été raisonnable et juste lorsqu'il a pris sa décision finale aujourd'hui. Quelle a été la réaction à cette sentence, en particulier de la part de Sean Combs? Et je crois comprendre qu'il aurait dit quelque chose à sa famille alors qu'il était escorté hors de la salle d'audience, n'est-ce pas? Oui, tout s'est déroulé très vite, comme si la juge avait simplement levé l'audience. Et puis, tout d'un coup, comme il n'était pas libre de partir, il a en quelque sorte été emmené par les marshals américains, mais pas de façon dramatique ou quoi que ce soit de ce genre. Il est sorti de la salle d'audience. Avant d'être emmené, il s'est tourné vers sa famille et a dit « Je suis désolé, je vous aime ». Je pense que la famille espérait peut-être qu'il y aurait une possibilité de peine déjà purgée, qu'il y aurait cette possibilité qu'il soit libre de partir et qu'il serait probablement de retour à la maison d'ici le week-end. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Je suis donc certaine que cela a été une grande déception et une désillusion. Je pensais entendre une forte réaction à l'annonce de la sentence, mais ce ne fut pas le cas dans la salle d'audience. Je pense que beaucoup de gens étaient trop occupés à essayer de calculer combien de temps cette peine représentait réellement. Mais je pense que du point de vue de la famille, ils savaient peut-être déjà qu'il y avait la possibilité qu'ils ne puissent pas rentrer à la maison. Et donc, ils se sont peut-être préparés à cela à l'avance. Je pense quand même qu'ils étaient déçus que Sean Combs ne rentre pas avec eux aujourd'hui. Elisabeth Milner, merci beaucoup pour votre reportage incroyable tout au long de ce procès. Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur cette affaire. Pour le bien de tous, j'espère que Sean Combs, lorsqu'il sera libéré, saisira cette seconde chance, qu'il évoluera, qu'il deviendra un atout pour la société, car il ne faut pas oublier qu'il a été condamné pour des crimes graves. Ce n'étaient pas des crimes sans victime, comme l'ont clairement indiqué le juge et le tribunal. Couvrir cette affaire, ça a été difficile, mais je remercie tous ceux qui nous ont suivis, surtout sur Sidebar. Je veux encore se remercier Elisabeth Milner, c'était formidable. Tu as été nos yeux et oreilles dans une salle d'audience sans caméra alors qu'elle devrait y être. Merci beaucoup pour tout le travail accompli chaque jour. Merci Jessie, j'ai adoré passer chaque jour avec toi. C'était très intéressant d'être chaque jour dans cette salle d'audience, mais j'ai surtout aimé être avec toi. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir rejoints. Et comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À bientôt.